Donc, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Donc, j'ai commencé à travailler sur cette sur ce livre de Giorgio Colli, La naissance de la philosophie, que j'ai trouvé à la bibliothèque, celui-ci. Et voilà, c'est la suite. Dans la première partie de cette vidéo, donc la vidéo précédente, j'ai fait un petit peu, comme souvent, la genèse de cette théorie que je développe sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous y allons tranquillement. Voilà. Et je m'appuie sur des ouvrages ou sur des choses. C'est juste un prétexte à développer ma théorie. Donc, cette lecture du livre de Giorgio Colli, La naissance de la philosophie, c'est pas une réflexion sur cet ouvrage-là, c'est juste un point d'appui pour démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection et pour éclairer certains aspects de ma théorie. Voilà. Et donc, là j'en étais, je relis un petit fragment que j'ai souligné. Donc, un fragment d'Aristote nous informe que Pythagore, un sage précisément, fut nommé Apollon hyperboréen par les habitants de Crotone. Les Hyperboréens étaient pour les Grecs un peuple fabuleux de l'extrême septentrion. C'est de là que semble provenir le caractère mystique, extatique d'Apollon qui se manifeste à travers l'exaltation de la Pythie, à travers les paroles délirantes de l'oracle de Delphes. Alors, le septentrion, voilà, je ne sais pas ce que c'est. J'aurais dû, évidemment, si j'avais travaillé ces vidéos, mais elles sont spontanées. C'est ce que je veux préserver pour l'instant dans ma façon de travailler. C'est-à-dire que ça démontre en même temps la façon dont un cerveau atypique, parce qu'en fait c'est apparemment la forme de fonctionnement de mon esprit, je serais plutôt du côté de l'atypisme, de, de l'autisme Asperger, du trouble du spectre autistique. Et, pardon. Et donc, je veux démontrer justement comment pense en même temps, voilà, je ne suis pas un modèle du monde autistique, par exemple, ou du monde HPI ou quoi que ce soit, mais une façon de penser, une façon d'être. Et donc, dans cette façon-là, en même temps, ça éclaire un état d'esprit, ça éclaire une façon d'être particulière. Et j'ai pas envie de me conformer à la règle qui voudrait que je travaille mes sujets avant, que je fasse. Je pense que ça se pratique comme ça, ceux qui font des vidéos. Et voilà, que tout soit bien cadré et que ça soit agréable à entendre. Évidemment, je comprends à quel point c'est juste ce qu'ils font, qu'ils puissent après retravailler les vidéos en enlevant les hésitations, et voilà, et que, enfin bref, les bégaiements, les, les silences trop longs pour mettre de l'énergie aux vidéos, mais c'est pas mon cas. Donc
j'ai l'impression que c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je montre comment est la pensée d'un atypique. Et justement, à un certain moment dans cet ouvrage, on sera confronté à cette idée de le Dieu de la divination et l'idée de la folie. Quelle folie était pensée chez les Grecs? Qu'est-ce qu'elle avait, la folie, la particularité? Qu'est-ce qu'elle apportait à l'humanité? Ils ont regardé ça attentivement. Alors que notre monde matérialiste ne comprend absolument plus l'importance, l'intérêt, la position de l'atypique, la position de la personne différente de la différence. Pourquoi il y a dans cette humanité des gens, par exemple, porteurs de trisomie? Quelle est l'importance de ces êtres humains dans notre humanité? Ils ne se sont jamais posé la question. La seule chose, c'est que maintenant, sans le vouloir, ce monde ultra-matérialiste fait un eugénisme inconscient, un eugénisme involontaire, en disant, en proposant, voilà, votre enfant risque d'être porteur de telle particularité, est-ce que vous voulez, on peut interrompre la grossesse, voilà, par exemple. Eh bien, progressivement, on écarte des êtres humains particuliers et il n'y a pas plus de c'est pas plus fou en somme que les nazis qui voulaient pas d'handicapés, qui voulaient écarter du monde le monde handicapé, et puis jusqu'où ça s'arrête tout ça. Voilà, après c'est les tziganes, les juifs, etc. On voit à quel point c'est de la folie, tout simplement. C'est une pensée complètement folle parce qu'elle ne réfléchit pas à la présence, à la complexité des choses. En se pensant euh, être du côté du pragmatisme, d'un monde qui se veut efficace, du côté de l'efficacité, ceux qui ne sont pas dans l'efficacité, ben on voit comment ils sont maltraités par ce monde de l'efficacité. Le monde de l'efficacité, c'est un monde absolument cruel. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, depuis le néolibéralisme, nous avons plongé dans une cruauté, mais incroyable, qui ne se voit pas comme ça à l'œil nu. Mais par exemple, hier, il y avait une émission aux États-Unis, les gens maintenant qui vont harceler ceux qui ont des dettes. Et ce monde pousse des gens à être dans des dettes absolues. Ça a été par exemple l'époque de la crise des subprimes. Et puis, ils vont reprocher en même temps ce qu'ils engendrent, ils le reprochent à l'autre. Donc c'est une pure cruauté. Mais à ce niveau-là, donc par exemple, chez les porteurs de trisomie, un monde humain à visage humain dirait l'OMS, l'ordre des médecins, les médecins diraient à l'ensemble des politiques, débrouillez-vous comme vous le voulez, mais vous faites une place correcte pour ces différents. Ils ont une place dans l'humanité. S'ils existent, c'est pas pour rien. S'ils sont là, s'il y a cette différence, et c'est comme ça que l'humanité se construit, avec toutes ces différences, elles sont fondamentales, ces différences. Il n'y a pas il n'y a pas
d'erreurs dans la création. C'est nous qui avons interprété ça comme des erreurs, comme des handicaps ou je ne sais pas. Non, on peut, donc vous vous débrouillez comme vous voulez, vous aidez les familles pour qu'elles puissent être équilibrées et vivre dans la plénitude avec les enfants différents qu'ils ont. Voilà. Tout le monde, si vous interrogez tout le monde, après, le choix de l'être humain, c'est son choix. Mais qu'il n'y ait pas une valorisation de certaines choses. Voilà. Que ça soit quelque chose qui soit euh, sans un choix personnel d'existence. Évidemment, dans la vie, on peut choisir voilà, l'avortement, ça fait partie des acquis de l'humanité. Mais c'est pas pour ça qu'il faut en faire une industrie d'abord. Et puis, il y a d'autres choses à proposer, d'autres façons de faire les choses. Donc, aider les familles à accueillir et l'humanité à accueillir les porteurs de différences, ben voilà, Asperger, par exemple, ben tiens, tout simplement, l'autisme Asperger, maintenant, on essaie de ne plus appeler autisme Asperger parce que Asperger s'est mal comporté, il s'est inclus dans le nazisme, c'était un Allemand, il s'est inclus dans le nazisme, il a peut-être soutenu le nazisme, et apparemment, mais il faudrait un peu creuser parce que là c'est vraiment, j'ai pas lu quelque chose là-dessus, mais j'ai juste entendu, donc je relate ce que j'ai entendu. Mais apparemment, il aurait été un peu du côté de l'eugénisme. Donc, évidemment, on n'est pas à l'abri que un fou décide que l'hypersensibilité des autistes soit de trop sur cette planète. Voilà, par exemple. Bon, bref, il n'y a rien qui s'arrête à ce niveau-là, hein, parce que ça peut être la folie est basée sur des traumatismes d'enfance ou voilà, bien souvent, et on va détester quelqu'un ou un genre parce que on a été victime de quelque chose. Voilà, c'est possible, c'est des possibilités. Voilà. Et donc tout ça, on doit le dépasser. C'est des choses à dépasser pour sortir de cette folie-là. Voilà. Et donc, je ne sais pas pourquoi, voilà, ça fait partie de la façon dont je travaille la, la, dont je travaille la, pardon, la façon dont je travaille, voilà, c'est un rien va nous sortir. Pour moi, en tout cas, en tant que dans mon autisme, ma façon de vivre cette particularité, voilà, là, je viens de voir un oiseau qui s'est posé sur c'est très rare, ça veut dire que les oiseaux reviennent dans le coin. J'ai laissé un peu la cour en nature, les choses, les, tout partir en pagaille, et je viens de voir un oiseau. Et hop, ça suffit pour sortir mon attention de ce que j'étais en train de dire. Voilà. Et bien ça fait partie des caractères particuliers. Alors, donc, les Hyperboréens étaient pour les Grecs un peuple fabuleux de l'extrême septentrion. C'est de là que semble provenir le caractère mystique, extatique d'Apollon, qui viendrait d'Hyperborée, qui se manifeste à travers l'exaltation de la Pythie, à travers les paroles délirantes de l'oracle de Delphes. Dans les plaines du Nord et de l'Asie centrale, une tenace persistance du chamanisme a été
attestés dans les plaines du Nord et de l'Asie centrale. Donc cette partie qu'on imagine là, qu'on voit, une tenace persistance du chamanisme a été attestée, ainsi qu'une particulière technique d'extase. Donc l'extase, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de l'humanité. Ces expériences extatiques ont été faites partout. Et à mon sens, elles ont une position centrale dans l'évolution de l'humanité. C'est quelque chose d'extrêmement important. Elles sont à l'origine, l'extase est à l'origine de la pensée mystique. L'extase est à l'origine de la pensée de l'idée du divin, qu'il y a du divin, qu'il y a un principe créateur. Donc, ça a éclairé des espaces que la conscience ordinaire ne peut pas aborder. Et donc, les grandes religions déclinent de l'extase. Les soins déclinent de l'extase. Certains soins déclinent de l'extase. Les visions, l'anticipation, les déclinent bien souvent de l'extase. Donc, les chamans, je poursuis la lecture, les chamans atteignent une exaltation mystique, une condition extatique au cours de laquelle ils sont en mesure de réaliser des guérisons miraculeuses, parce qu'ils sont dans un... Pour avoir vécu cette expérience extatique, on est dans une sorte d'absolue vérité, d'absolue présence. Il n'y a rien qui empêche, en somme, on est dans une pure vérité, parce qu'il n'y a pas les mouvements justement de l'esprit qui vont pouvoir dériver sur des choses. Quand on fait un peu du yoga, on se rend compte que par exemple, le cerveau est toujours en train d'aller, de réfléchir à des choses. Il est tout le temps en mouvement, la plupart du temps. Et le travail du yoga, c'est justement de calmer cette activité pour arriver à une paix intérieure. Et l'extase, c'est la paix absolue, mais qui se fait même, voilà, ça n'a pas été après des années, mon expérience extatique n'est pas venue après des années de pratique, comme ça devrait être le cas d'ailleurs, parce que c'est un travail de longue haleine, ça demande vraiment un effort en principe. Mais il y a aussi les cas d'extase qui sont touchés par la grâce, en somme. Je pense que ça me rappelle un petit peu le livre de Simone Weil, La grâce, et bref, je ne m'en souviens plus. Mais donc, il y a la grâce, on peut être touché par la grâce, et je pense que les expériences qui sont relatées dans le christianisme, par exemple, des gens qui tombent en extase de ces saints-là, ces gens qui ont été canonisés ensuite, qui sont devenus qu'on a canonisés en tant que saints, ces arrivées donc dans l'extase peuvent être comme ça, exceptionnelles, brutales, voilà, on peut tomber dans un état d'extase comme ça. Et donc dans cet état d'extase, on est en pure vérité, parce qu'en fait, le cerveau n'interprète plus. Il n'est pas dans un... Si on est n'importe quel soignant, par exemple, quelqu'un, là, il vient de parler des guérisons miraculeuses. Mais quand on cherche à guérir un médecin, son cerveau, il travaille, il est dans une position ordinaire. Donc, il va dire, tiens, elle a des grands pieds, ou il a des grandes mains, voilà. Son attention va être
ordinaire en somme. Et donc, le soin qu'il va apporter va être un soin ordinaire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons soignants, etc. Mais c'est autre chose en état d'extase. En état d'extase, on est au contact fondamental de l'autre, des choses, de tout ce qui est là. Donc, en fait, ce qui va résulter, c'est une sorte d'ultra-vérité. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon de soigner. Euh, voilà, je ne vais pas partir dans cette chose-là, mais c'est pour donner du crédit à ce qu'ils disent. Des guérisons miraculeuses, ça peut être c'est quelque chose qui peut s'apparenter à ça, euh, parce que on, parce que l'extatique est dans un état d'ultra vérité. Alors, des guérisons miraculeuses, de voir l'avenir et de prononcer des prophéties. Voilà les points que soulève justement Giorgio Colli sur la façon dont les chamans étaient perçus ou sont perçus dans ces contrées. Et ce n'est pas des rigolos, parce qu'ils vivent au sein d'une communauté. S'ils n'avaient pas des particularités, s'ils n'étaient pas sérieux dans cette approche, dans leur approche, parce qu'on a cette tendance à imaginer, bon, c'est des charlatans, alors il y a certainement un tout petit pourcentage de charlatans, comme partout, autant chez les médecins classiques que chez les chamans. Mais dans cette, dans cette donc dans cette voilà, alors Christophe Ruffin là me donne envie, je ne sais pas où il est, à Récif, ah ben tiens, Récif, me donne envie de soleil là, parce que où je suis, c'est le soleil, il a du mal à, et la chaleur a du mal à venir chauffer notre corps. Pardon. Et alors, donc, euh, de prononcer des prophéties. Eh bien, à mon sens, c'est tout à fait possible, parce qu'il y a, dans cette expérience, il y a quelque chose d'assez particulier. Et alors, je me suis, au tout début, quand j'ai fait cette expérience d'extase, j'en suis sorti au bout d'une semaine. Je suis revenu à une sorte de... Tout de suite, je suis passé... Je suis tombé dans l'extase de façon ultra rapide. Une minute avant, j'étais pas en extase. Une minute après, j'étais dans cet état. Et j'en suis sorti de la même manière, avec la même, la même rapidité. Et donc, sorti de cette de cet état. Plus tard, quand j'ai réfléchi à ce qui m'était arrivé, ça s'est passé peut-être un mois après, je me suis penché je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu? C'est assez curieux cette expérience que j'ai vécue, c'est bizarre, qu'est-ce que... Et donc je me suis relaté toute cette histoire, tout ce que j'ai vécu pendant cette semaine, tout ce que j'avais fait, comme un robot en somme, hein. J'étais guidé par quelque chose, il y a quelque chose qui me guidait. Je me suis retrouvé dans des endroits complètement improbables, j'ai mangé des choses que je ne mangeais jamais, je me souviens avoir acheté des steaks de soja, euh, et un steak, la moitié d'un steak de soja, même peut-être un quart, j'en sais rien, me suffisait au repas, avec quelques feuilles de salade, avec un fruit, et je mettais une heure à mâcher, à mastiquer et à déglutir ces repas d'une façon
jubilatoire. À chaque bouchée, c'était une sorte de... voilà, tout était un prétexte à cette extase, quoi, à stimuler cet état d'extase. Et donc, plus tard, euh, je me suis j'ai essayé de reprendre cet état-là. Je me souviens où ça se situait, c'était au niveau du plexus que ça commence, etc. Et donc, le soir, 2 ou 3 fois, j'ai fait ça, je me suis allongé et j'ai amené de l'amour absolu, de l'amour. Voilà, j'ai vidé mon cerveau et j'ai amené une sorte d'amour au niveau du plexus. Et effectivement, je suis revenu dans cet état-là. Je me suis retrouvé dans cet état avec les sensations du corps, c'est-à-dire que tout, comme si les poils étaient irisés, là, comme si chaque partie du corps était jouissait, comme si chaque cellule du corps jouissait. Bref, dans cet état-là, et j'ai je me suis mis à poser des questions à Dieu. Je parlais, je posais des questions et je répondais aux questions en même temps. Voilà, qu'est-ce que j'ai quelques vidéos comme ça. Je ne sais pas si elles sont sur ce site-là ou sur Dailymotion. Bon, bref, il faudrait que je les retrouve. Elles sont noyées au milieu de ces. Là, il y a 800 et quelques vidéos maintenant sur YouTube. De l'autre côté, je ne sais pas combien il y en a. Bref, il y en a en pagaille. Et donc, j'étais dans cet état de. Et je posais des questions. Pourquoi la chose, pourquoi ça, pourquoi, etc., etc. Et une voix, comme si j'étais la seconde voix, parlait et répondait à ces questions. Et j'étais dans un état de sérénité absolue. C'était juste ça s'est fait comme ça, spontanément, une intuition, comme voilà, comme j'écris, comme ah ben tiens, voilà, je peux faire ça, hop, une intuition et je vais. C'est ça la créativité au fond. Et là, c'était un acte de créativité en somme. Et ça répondait à des choses qui me paraissaient d'une limpidité, d'une justesse, mais vraiment intense, quoi. Alors, on peut comprendre tout à fait, je peux comprendre tout à fait que ces chamans puissent prononcer des prophéties, puissent voir l'avenir, puissent penser. Parce qu'il n'y a pas d'entrave à l'esprit. L'esprit est... Alors ça doit déjà être des atypiques qui choisissent le métier en somme de chaman, qui se retrouvent dans cette lignée. Et c'est possible d'ailleurs que ça se transmette, c'est pas pour rien que ça se transmet comme ils disent, enfin comme apparemment c'est le cas, de père en fils ou de père en fille ou de mère en fille, etc. Donc de façon, comment on pourrait dire, génétique. Et parce qu'en fait, ben oui, par exemple, l'atypisme, l'autisme Asperger, en somme, eh ben, c'est quelque chose, ils se rendent compte qu'il y a une grande part génétique là-dedans. Mais apparemment, c'est. Donc, il y a une logique derrière ces principes. Dans dans le monde traditionnel, dans les grandes civilisations anciennes, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça, c'est pas de la rigolade. Les chamans ne sont pas des rigolos, c'est pas des. Ils sont adoubés par la société parce qu'ils ont du potentiel, parce qu'ils ont quelque chose de différent. Sinon, un groupe, ils écarteraient. Donc, c'est pas à prendre à la légère, en somme, ce que je veux dire. Voilà, on est allé un peu loin dans cette vidéo. Enfin, moi, je suis allé un peu loin.
Et je vous ai emmené un peu loin si vous êtes arrivé jusqu'à là. Et je vous remercie de votre écoute. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui va arriver. Je vais continuer dans la suite. Merci, au revoir. Et n'oubliez pas de mettre des pouces, si vous trouvez que c'est intéressant pour les autres, etc., de vous abonner à la chaîne, etc., d'en parler autour de vous, de faire... voilà. Ok, à bientôt, merci.